Tome 1, module 6, la réincarnation, guide d'étude numéro 4, retour à la vie corporelle, union de l'âme au corps. L'union commence à la conception, mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Du moment de la conception, l'esprit désigné pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour. Ce lien se resserre de plus en plus à mesure que le corps se développe. Dès ce moment, l'esprit est saisi d'un trouble qui va sans cesse croissant. Aux approches de la naissance, le trouble est complet. L'esprit perd sa conscience de lui-même et ne recouvre ses idées que graduellement à partir du moment où l'enfant respire. C'est alors que l'union est complète et définitive. L'union est définitive en ce sens qu'un autre esprit ne pourrait remplacer celui qui est désigné pour ce corps. Mais comme les liens qui l'y tiennent sont très faibles, ils sont facilement rompus, et ils peuvent l'être par la volonté de l'esprit qui recule devant l'épreuve qu'il a choisie. Mais alors l'enfant ne vit pas. La perturbation qui accompagne l'esprit l'avertit que le moment est venu de prendre une nouvelle existence. Ce trouble va croissant jusqu'à la naissance. Dans cet intervalle, son état est à peu près celui d'un esprit incarné pendant le sommeil du corps. À mesure que le moment de la naissance approche, ses idées s'effacent, ainsi que le souvenir du passé, dont il n'a plus conscience, comme homme, une fois entré dans la vie. Mais ce souvenir lui revient un peu à peu à la mémoire dans son état d'esprit. Ainsi, l'esprit n'est jamais témoin conscient de sa naissance. Au moment où l'enfant respire, l'esprit commence à recouvrer ses facultés qui se développent à mesure que se forment et se consolident les organes qui doivent servir à leur manifestation. Mais en même temps que l'esprit recouvre la conscience de lui-même, il perd le souvenir de son passé sans perdre les facultés, les qualités et les aptitudes acquises antérieurement, aptitudes qui étaient momentanément restées à l'état latent et qui, en reprenant leur activité, vont l'aider à faire plus ou mieux qu'il n'a fait précédemment. Il renaît ce qu'il s'est fait par son travail antérieur, c'est pour lui un nouveau point de départ, un nouvel échelon à gravir. Le lien fluidique qui prend l'esprit au corps est le périsprit qui, comme nous le savons, est semi-matériel, c'est-à-dire tenant de la matière par son origine et de la spiritualité par sa nature éthérée. Comme toute matière, elle est puisée dans le fluide cosmique universel qui subit en cette circonstance une modification spéciale. Le fluide périsprital est donc le trait d'union entre l'esprit et la matière. Durant son union avec le corps, c'est le véhicule de sa pensée pour transmettre le mouvement aux différentes parties de l'organisme qui agissent sous l'impulsion de sa volonté et pour répercuter dans l'esprit les sensations produites par les agents extérieurs. Il a pour fil conducteur les nerfs, comme dans le télégraphe, le fluide électrique a pour conducteur le fil métallique. Ainsi, lorsque l'esprit doit s'incarner dans un corps humain en voie de formation, un lien fluidique qui n'est autre qu'une expansion de son périsprit le rattache aux germes vers lesquels il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception. À mesure que le germe se développe, le lien se resserre. Sous l'influence du principe vital matériel du germe, le périsprit, qui possède certaines propriétés de la matière, s'unit molécule à molécule avec le corps qui se forme. D'où l'on peut dire que l'esprit, par l'intermédiaire de son périsprit, prend en quelque sorte racine dans ce germe, comme une plante dans la terre. Quand le germe est entièrement développé, l'union est complète et alors il naît à la vie extérieure. Les informations précieuses sur la réincarnation de Segismundo et celles de Mancini, rapportées par l'esprit André Louise, respectivement dans le chapitre 13 à 14 du livre Missionnaire de la Lumière et à partir du chapitre 16 de Et la vie continue, sont des sources de connaissances sur ce sujet. En résumé, André Louise nous informe comme suit. Petit a. Les processus de réincarnation sont subordonnés à l'évolution de l'esprit qui se réincarne. Il y a des compagnons de grande élévation qui, à leur retour à la sphère plus dense, dans un apostolat de service et d'illumination, sont pratiquement dispensés de notre concours. D'autres de nos frères, malgré tout, provenant de zones inférieures, ont besoin d'une coopération beaucoup plus complexe que celle exercée dans le cas de Segismundo.
la réincarnation de Segismundo obéit à des lignes directrices plus communes. Elle traduit l'expression symbolique de la majorité des faits de cette nature, étant donné que notre ami appartient à la classe moyenne des esprits qui habitent la surface, ni hautement bons, ni consciemment mauvais. Petit b. Le processus de réduire, de miniaturiser ou de restreindre le périsprit qui se produit sur le plan spirituel est un stade préparatoire à la nouvelle réincarnation. Le travail de réduction du périsprit, exécuté par des esprits constructeurs, est basé sur les processus de magnétisation et de mentalisation. L'esprit soumis à ces processus développe une pâleur caractéristique dans son périsprit, ainsi qu'une diminution significative de sa lucidité mentale. En même temps, l'esprit en train de se réincarner est induit à mentaliser la forme pré-infantile et le retour dans l'utérus maternel, et aussi à se rappeler l'organisation fœtale, imaginant la nécessité de redevenir un enfant. Cette phase n'est ni courte ni simple, et la réduction nécessaire demande un effort de tous les collaborateurs. Petit c. Un collaborateur spirituel est désigné pour accompagner la réincarnation de l'esprit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 7 ans après la Renaissance, occasion à laquelle le processus de réincarnation sera consolidé. Après cette période, sa tâche d'ami et d'orienteur s'allégera vu qu'il suivra notre frère de manière plus distante. Pendant cette protection, le compagnon dévoué prendra toutes les mesures indispensables pour une organisation fœtale harmonieuse, que ce soit en aidant le réincarnant ou en défendant le temple maternel contre les assauts des forces les moins dignes. Petit d. En ce qui concerne l'hérédité génétique, l'organisme de ceux qui sont en train de naître dans son expression la plus dense provient du corps des parents qui entretiennent sa vie et en créent les caractéristiques avec leur propre sang. Par ailleurs, en pareil impératif des lois divines pour le service de reproduction des formes, nous ne devons pas voir la subversion des principes de liberté spirituelle immanente à l'ordre de la création infinie. Par cela même, la créature terrestre hérite de tendances et non de qualités. Les premières entourent l'homme qui renaît, dès les premiers jours de la lutte, non seulement dans son corps transitoire, mais également dans l'ambiance générale où il est appelé à vivre, se perfectionnant. Les secondes, résultant du labeur individuel de l'âme incarnée en matière de défense, d'éducation et de perfectionnement de soi dans les cercles bénis de l'expérience. En ce qui concerne l'influence génétique dans le corps de Segismundo, le bienfaiteur Alexandre donne les explications suivantes à André Louis. La future forme physique de notre ami Segismundo dépendra des chromosomes paternels et maternels. Cependant, ajoutez à ce facteur primordial l'influence des modèles mentaux de Raquel, qui est la génitrice de Segismundo, l'action de l'intéressé lui-même, le concours des esprits constructeurs qui agiront comme fonctionnaires de la nature divine, invisible au regard terrestre, l'aide affectueuse des entités amies qui rendent visite constamment aux réincarnants dans les mois de la formation du nouveau corps, et vous pourrez vous faire une idée de ce que devient le temple physique qu'il possédera. Le processus de la conception ou fécondation. Dans les milliers de renaissances sur la Terre, les principes embryogéniques fonctionnent automatiquement chaque jour. La loi de cause à effet s'exécute sans nécessiter une surveillance de notre part. Pendant la réincarnation, le magnétisme des parents suffit, allié au fort désir de celui qui retourne dans le champ des forces physiques. De façon générale, la majorité des âmes qui réincarnent satisfont à la fin inquiétante du recommencement. Des millions de destins se restructurent ainsi à l'image de la reconstitution d'une grande forêt. Les semences croissent, stimulées par le magnétisme du sol, l'existence corporelle germe à nouveau, stimulée par le magnétisme de la chair. Dans ce sens, l'utérus fonctionne comme un vase animique à haut pouvoir magnétique et un moule vivant destiné à fondre ou à refondre les formes sous le souffle créateur de la bonté divine qui, de toutes parts, nous offre des ressources pour notre développement vers le savoir et vers l'amour. Ce vase attire l'âme aspirante à renaître et qui lui est sympathique en lui reproduisant un corps dense dans le temps
et dans l'espace, à l'image de la Terre, qui avale la semence pour permettre sa nouvelle germination selon les principes qu'elle contient. La maternité est un service spirituel sacré dans lequel l'âme reste pendant des siècles, perfectionnant les qualités du sentiment. Rappelons que pour répondre à certaines impositions de la programmation de la réincarnation, le processus de fécondation peut être conduit par des guides spirituels hautement qualifiés. Dans le cas de la réincarnation de Segismundo, nous sommes informés que le guide Alexandre, du fait qu'il était le missionnaire le plus élevé du groupe de coopération de soutien, dirigeait les graves services de la liaison primordiale, c'est-à-dire de la conception. Selon ce que je pus conclure, explique André Louis, il pouvait voir les dispositions chromosomiques de tous les principes masculins en mouvement après avoir observé attentivement le futur ovule maternel, présidant au travail préalable de la détermination du sexe du corps à organiser. Après avoir accompagné, profondément absorbé dans le service, la marche des minuscules compétiteurs qui constituaient la substance fécondatrice, il identifia le plus apte, fixant sur lui son potentiel magnétique, me laissant penser qu'il laissait à se débarrasser de ses compagnons pour qu'il soit le premier à pénétrer la petite poche maternelle. L'élément sur lequel il se concentrait gagna une nouvelle énergie par rapport aux autres et avança rapidement en direction de la cible. La cellule féminine qui, en face du microscopique projectile spermatique, ressemblait à un petit monde arrondi constitué de sucre, d'amidon et de protéines, attendant l'éclair vitalisant, souffrit d'un déchirement de sa cuticule, telle une petite embarcation torpillée, et se durcit de manière à fermer ses pores extrêmement délicats, afin d'empêcher l'intromission de n'importe quel autre des compétiteurs qui avaient perdu la première position dans la grande épreuve. Toujours sous l'influx lumino-magnétique d'Alexandre, l'élément victorieux poursuivit sa marche, après avoir traversé la périphérie de l'ovule, mettant un peu plus de 4 minutes pour atteindre son centre. Les deux forces masculines et féminines en formaient une seule à présent, se convertissant sous mes yeux en un ténu point de lumière. Mon orienteur, absolument plongé dans son travail, toucha la petite forme de la main, se maintenant en service de la division de la chromatine, conservant l'attitude du chirurgien sûr de lui dans la technique opératoire. Ensuite, Alexandre ajusta la forme réduite de Segismundo, qui s'interpénétrait avec l'organisme périsprital de Raquel sur le microscopique globe de lumière imprégnée de vie. Et je pus observer que cette vie latente commençait à se mouvoir. La gestation. La vie intra-utérine est celle de la plante qui végète. L'enfant vit de la vie animale, l'homme possède en lui la vie animale, mais aussi la vie végétale qu'il complète à la naissance par la vie spirituelle. L'organisme maternel fournira tout l'aliment pour l'organisation basique de l'appareil physique, pendant que la forme réduite de l'esprit qui se réincarne, comme un vigoureux modèle, agira tel un aimant dans de la limaille de fer, donnant une forme consistante à sa future manifestation sur la scène terrestre. Revenons à l'exemple de la réincarnation de Segismundo. André Louis reconnaît que, après la fécondation sous la direction d'Alexandre, le service de segmentation cellulaire et d'ajustement des corpuscules divisés au moule du corps périsprétal, en réduction, était clairement mécanique, obéissant à des dispositions naturelles du champ organique, mais toute l'entité microscopique du développement de la structure cellulaire subissait l'influence magnétique des généreuses entités en service, m'amenant à penser que toute la cellule fille était convenablement préparée pour soutenir l'initiation de l'appareil futur. La femme enceinte, en plus de rendre un service organique à l'entité qui se réincarne, doit aussi en supporter le contact spirituel qui représente toujours un sacrifice lorsqu'il s'agit de quelqu'un gardant des dettes obscures dans sa conscience. L'organisme féminin, pendant la gestation, subit une véritable greffe mentale. Les pensées de l'être accueilli en son sein l'enveloppent totalement, déterminant ainsi des altérations significatives dans sa structure biologique.
Si l'enfant est très évolué et possède des qualités morales, il peut aider sa mère en lui prodiguant des émotions sublimées et en convertissant la maternité, usuellement douloureuse, en une saison d'espérance et de joie intraduisible. La chaîne d'échange entre mère et enfant ne se limite pas à l'alimentation maternelle, elle s'étend aux échanges constants de sensations diverses. Les esprits de l'un et de l'autre se juxtaposent, en quelque sorte, et se maintiennent en pleine communion jusqu'à ce que la nature complète son travail au moment voulu. C'est de cette association que proviennent les signes de naissance. Certains états intimes de la femme atteignent en quelque sorte le principe fœtal et le marquent par toute son existence. Le travail de la maternité ressemble donc à un délicat processus de modelage qui demande ainsi beaucoup de soins et d'harmonie pour en assurer la perfection. Souvent, on constate une sensibilité exagérée de la femme qui tombe enceinte. La transformation du système nerveux dans ces circonstances est indiscutable. L'explication en est très claire. La gestante est une créature hypnotisée à long terme. Son champ psychique est envahi par les impressions et les vibrations de l'esprit qui occupe ses ressources pour sa réincorporation sur Terre. Lorsque le futur enfant n'est pas suffisamment équilibré devant la loi, ce qui est presque toujours le cas, l'esprit maternel peut présenter des déséquilibres étranges, car, comme un médium, elle transmettra les opinions et les sensations de l'entité qui l'étreint.